Donc, une présentation brève de David, parce qu'on connaît, on connaît son travail, on l'a croisé à plusieurs reprises en France depuis une dizaine d'années maintenant. David, donc, il est chercheur enseignant à l'Université de Barcelone. Je ne sais pas comment on pourrait le définir sur le plan académique, parce que à Barcelone, on parle de théoricien des sociétés, de travail sur la théorie sociale, et qui renvoie à la sociologie dans le vocabulaire castillan, mais c'est pas de la sociologie comme on l'entend nous. En fait, moi, je verrais ça plutôt du côté de la philosophie politique, en fait. Et ce qu'apporte la philosophie politique à une réflexion plus large sur la société, les sociétés, leurs normes, leurs organisations. Il a travaillé beaucoup sur Adam Smith. C'était un des points de rencontre au XVIIIe siècle, donc sur le XVIIIe siècle, et sur le républicanisme d'Adam Smith. Il a fait partie de ces chercheurs qui ont proposé des relectures d'Adam Smith, des choses qui ont été impulsées peut-être dans les années 90 autour des travaux d'Emma Rothschild, autour des travaux d'autres philosophes ou historiens dans le monde anglo-saxon, Donald Winch aussi, et qui ont modifié la manière de lire Smith. Et puis, alors, par ailleurs, donc, tu as beaucoup travaillé avec Van Parijs, Philippe Van Parijs, tu étais à Louvain avec lui, et Van Parijs, on est du côté de la philosophie analytique, on est dans une autre approche, en fait, qui n'est pas historienne des normes, mais donc une approche analytique. Et c'est avec lui, entre autres, que tu as beaucoup travaillé autour de la question de l'allocation universelle, du revenu d'existence, renta basica, basic income. Et évidemment, il y a des liens forts, et tu en parleras, je pense, d'après ton plan, ça va être le cas, tu en parleras tout à l'heure. Il y a des liens forts avec Thomas Paine, puisqu'il est à l'origine de ce principe d'allocation universelle. Et donc, tu as travaillé avec Van Parijs autour de ces problématiques, à la fois philosophiques et historiques. Et tu n'es pas simplement un théoricien de ces questions-là ou un historien de ces questions-là, puisque je crois que tu l'avais fondé avec lui d'ailleurs. C'est à l'origine du Basic Income Earth Network, donc du réseau mondial autour des questions de l'allocation universelle. Et tu as par ailleurs des responsabilités en Espagne, puisque je sais que tu présides le comité scientifique, je crois, pour la mise en œuvre de l'expérimentation autour de l'allocation universelle. Alors, je ne sais pas si c'est qu'en Catalogne, ou si c'est en Catalogne seulement. Voilà, donc tu as un pied à la fois dans des enjeux politiques, sur le plan théorique et sur le plan pratique, et un pied également sur les approches plus historiques, en fait, de ces phénomènes. Donc, on a de forts contacts en termes de problématiques et en termes d'objets de recherche. Et c'est un peu la spécificité de ce séminaire et de notre approche, en fait, de l'histoire de la Révolution française, c'est qu'elle est largement associée, suturée avec d'autres époques, d'autres disciplines, d'autres approches, mais qui ont en commun avec nous de partager des problématiques, en fait. Voilà. Donc on va sur une des problématiques qui est la nôtre, autour du réplicanisme, du revenu d'existence, du droit à l'existence, enfin des choses qu'on trouve dans nos archives, et qui va aborder, toi, à travers un autre axe, un autre plan, qui est celui de ta lecture en philosophie politique de ces problématiques. Voilà, donc je te laisse la parole, et je te remercie beaucoup d'intervenir depuis Barcelone pour nous faire partager tes réflexions. Merci, David. Merci à vous, c'est un vrai plaisir. C'est pas de la politesse, je vais vous expliquer. Bon, d'abord, je dois dire que je vais peut-être violenter un peu votre langue, la maltraiter un peu. Et c'est pas mon désir, mais c'est la réalité qu'on a de base. Je vais essayer que j'espère que ça ne sera pas trop. Et en plus, comme on est en famille dans quelque sens,
Si j'ai besoin d'aide, je vais la demander. Alors, je me relaxe par rapport à ça. Je N'hésite propose. pas, oui. D'accord. Oui, je voulais vous dire, tu l'as déjà expliqué, moi, je suis un peu intimidé et en même temps ravi, hein, intimidé parce que je suis parmi des historiens qui connaissent les faits très bien. Mais je suis aussi ravi parce que je fais part d'un groupe très, très, très large des gens, euh, avec des figures comme Tony Domet, qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais les autres aussi, qui nous ont enseigné à faire de la théorie politique. Oui, c'est vrai, j'ai fait de la philosophie politique, comme tu le disais, mais avec de la conscience historique et sociologique, si vous voulez le dire comme ça, c'est-à-dire de faire de l'économie politique, bref, comme on l'entendait jusqu'au 18e et peut-être jusqu'à Marx. Alors moi, je ne suis pas dans la théorie idéale, comme l'école de John Rawls, peut-être avec l'exception du dernier John Rawls. Et alors, je vais faire une approche à la question du revenu d'existence avec cette conscience historique, avec cette conscience des structures sociales avec lesquelles on travaille. Ça a été un des éléments qu'on a beaucoup discuté avec Philippe Faparais pendant mon séjour à Louvain-la-Nef. Et parce que, notamment à ce moment-là, il était peut-être un peu dans le monde de cette théorie idéale, et ce qui ne veut pas dire, surtout pas, qu'il ne connaissait pas la réalité, mais c'était une façon de faire une théorie politique rawlsienne, qui n'est pas les genres des théories politiques que j'essaie de faire. C'est pour ça que je suis aussi ravi d'être ici avec vous, parce que je reconnais votre groupe des historiens qui font de l'histoire, qui vont aux archives, qui sont très sérieux, très sérieuses, et qui font de la théorie en même temps, mais ils ne font pas une théorie misérable, comme le dirait E.P. Thompson, mais ils font une théorie dans le milieu des sens et qui offre des outils pour les gens qui font de la théorie sociale et politique. Bref, pour tout ça, c'est un luxe d'être ici avec vous et de partager ces notes. J'espère qu'elles ne seront pas trop loin de vos intérêts pour la nature théorique de ce que je vais raconter. Pas strictement historique, mais comme le disait Yannick, vous avez une perspective ouverte qui m'a permis toujours de me sentir très à l'aise avec Yannick, avec Marc, avec Florence Gauthier, etc., avec plein d'autres mondes qui pourraient être ici. J'ai compris, Yannick, que je dois parler jusqu'à 7 heures, et puis après, on ouvre un débat, et, disons, plus ou moins informel. C'est ça? Voilà, tu as environ 1 heure. Hein. Environ 1 heure, ok. Alors, si vous, je vous ai envoyé en plan afin que ça soit plus facile de suivre mon explication et aussi de voir que ça avance malgré le parenthèse et les petites nuances pour que vous ne paniquez pas si je commence pour que vous voyez comment ça marche, comment ça avance. Vous l'avez chez vous en PDF, vous pouvez suivre. Comme vous voyez, moi je pense que cette séance sur le revenu d'existence dans ces cadres républicains, finalement, au départ, il faut dire que c'est une science qui a à voir avec la répartition de la richesse, mais pas une répartition de la richesse qui se fait d'une manière qui n'emporte pas. Non, il faut parler de façon précise et particulière de répartir la richesse. On le fait d'accord avec des principes républicains que j'essaye d'embrasser. Mais pourquoi faut-il répartir la richesse? Bon, d'abord,
il y aurait on pourrait mobiliser les intuitions égalitaristes, selon lesquelles l'égalité serait une valeur en soi. Et si je pense directement à Aristote, à Adam Smith, j'en parlerai tout de suite, peut-être aussi Rousseau. Je vais me concentrer sur Aristote et Adam Smith avec cette idée que le déroulement de l'identité personnelle, individuelle, c'est quelque chose qui est impossible si nous ne sommes pas dans des communautés des semblables, des gens qui sont social et économiquement semblables. Il y a, bon, comme Yannick l'a dit, moi j'ai beaucoup bossé sur Adam Smith, qui n'est pas du tout le père du libéralisme économique, pas du tout. Moi, je le place d'une façon claire près des préoccupations républicaines. Il parle de la République très souvent, de la Commonwealth dans ses textes. Adam Smith nous disait que le pire aspect de la pauvreté, ce n'est pas seulement la manque de ressources. Le pire problème de la pauvreté, c'est le fait que les pauvres sont des gens qui ne sont pas regardés par les autres. Et ça, c'est un problème qui affecte aussi les riches, les énormément riches, les absurdement riches, dirait-il. Les riches qui sont au-delà du niveau naturel des richesses, c'est plus ou moins textuel, parce qu'ils se cachent dans les tours de l'opulence et il y a une opacité qui ne nous permet pas de le regarder comme pauvre. Donc, il y aurait un jeu de miroir à travers duquel moi je peux juger disons la vie, l'activité de Yannick, et Yannick répond, et puis Yannick m'offre une vision de mon activité. C'est à travers de ces jeux de miroir très aristotélien qu'on peut finir en étant en David et en Yannick. C'est important qu'il y ait la garantie politique d'une communauté de semblables, dans ce sens, très aristotélique. Mais moi j'achète cette idée. Moi, je trouve ça très important. C'est très important du point de vue de la philosophie morale, de l'anthropologie philosophique. Mais en fait, mon point de départ, c'est pas ça. Mon point de départ, qui nie pas tout cet tas d'argumentation, nous disent que bon, la question de l'égalité ou de la inégalité, mais dans ce cas, la question de l'égalité, c'est important pour favoriser la liberté. C'est pour ça que je vous mets ici. Peut-être on pourrait penser l'égalité comme une valeur conceptuellement subordonnée à la liberté. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, il ne faut pas être un sociologue exceptionnel pour savoir que les grandes inégalités sont la source très souvent du manque de liberté. Il y a une citation classique de Rousseau, encore une fois, dans les contrats sociaux, où il dit plus ou moins, parce que j'ai traduit de l'espagnol, c'est un peu absurde, mais c'est pas comme ça. C'est cette citation où il dit que la véritable égalité ne réside pas dans le fait que la richesse est absolument la même pour tous, mais dans le fait qu'aucun citoyen n'est assez riche pour pouvoir acheter un autre et nul n'est assez pauvre pour être forcé de se vendre. À mon avis, ça c'est une intuition républicaine en axe qui traverse les gros de la tradition républicaine. On trouve ça en Grèce avec Aristote et avec les démocrates aussi, avec Périclès et Aspasia, Phialtès. On trouve ça chez Cicéron, on trouve ça dans les droits civils romans, on trouve ça chez Machiavel, on trouve ça très clairement dans la Révolution anglaise du XVIIe siècle. On trouve ça, il ne faut pas expliquer ça ici, vous le savez mieux que moi, au XVIIIe siècle en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et je pense, et ça c'est une des grandes apportations
de Tony Domenech, on trouve ça dans les socialismes en pluriel, qui sont, nous avons travaillé dans cette direction, les héritiers au XIXe siècle, de façon très, très différente de cette intuition républicaine par rapport à la liberté. Et pour cette liberté, l'égalité est super importante, mais d'abord par rapport à la liberté. C'est-à-dire, et je finis avec le premier point, c'est-à-dire, s'il y a un libéral au sens européen qui vient et me dit, écoute, ah, voilà, il y a un qui veut répartir la richesse, bande d'égalitaristes. Bon, ma réaction et ma proposition, c'est qu'il faut dire oui, bien sûr qu'on est des égalitaristes. On croit qu'il faut répartir la richesse, mais que l'égalité, on l'a vu, c'est peut-être une valeur subordonnée à la liberté, mais que nous, depuis le républicanisme, peut-être, on va le voir, peut-être on fait une défense de la liberté comme eux, les libéraux. Moi, je fais un nous versus un eux et les choses sont plus compliquées. Mais nous, on fait une défense de la liberté avec aussi, mais en plus avec deux rajouts. D'abord, notre définition est plus précise du point de vue de l'économie politique, du point de vue de l'analyse de la vie sociale, du point de vue de l'ontologie sociale, si on veut le dire en langage philosophique, on va le voir dans le point 2. Et en plus, si on est dans le républicanisme démocratique, ce n'est pas nécessaire, moi j'y suis, on veut cette liberté pour tous. C'est-à-dire qu'il y aurait cette idée d'égale liberté. Et je rentre encore dans cette idée que, pour moi, la liberté, c'est la valeur cardinale. Et puis, l'égalité doit être comprise comme une idée de réciprocité de cette liberté, une idée de liberté réciproque. Moi, je pense qu'on trouve ça dans tous les auteurs, ou presque tous les auteurs que vous travaillez, surtout s'ils sont au côté gauche de la Révolution française. Mais ça, il faut l'identifier conceptuellement et puis voir comment on se sert de tout ça pour atterrir dans des débats comme celui qu'on va voir aujourd'hui autour du revenu d'existence. Oui, on peut dire aussi allocation universelle, revenu de base. Et j'ai beaucoup aimé votre choix du titre revenu d'existence parce qu'il y a une philosophie derrière qui est importante. Alors, comment est-ce qu'on fait? On l'a déjà annoncé, mais il faut y aller avec plus de profondeur. Comment est-ce qu'on fait la définition de la liberté dans les traditions émancipatrices, émancipatoires, comment on dit, contemporaines, républicaines et aussi socialistes? Bon, la première idée que je veux défendre ici aujourd'hui, c'est que, comme on peut trouver si on fait de l'histoire des idées, il y a un lien très important entre liberté et la jouissance inconditionnelle. Ça commence à nous approcher à la question de l'allocation universelle. La jouissance inconditionnelle des ressources. Quelles ressources? Je ne sais pas. Ça doit être interprété et interprété dans chaque espace, chaque société. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas capable d'accéder inconditionnellement, si nous, nous ne sommes pas capables d'accéder inconditionnellement à des ressources, matériaux, immatériels aussi, on ne peut pas, ça c'est une métaphore de Philippe Petit, un autre philosophe qui fait un peu de la théorie idéale, on ne peut pas soutenir le regard des autres. Et si je dois baisser la tête parce que je dépends matériellement et ou symboliquement de Yannick Bosque, j'ai un vrai problème du point de vue matériel et civil. Le centre de cette idée, c'est la question du pouvoir des négociations. D'un pouvoir des négociations qui doit me permettre de dire non à des rapports sociaux, à des espaces sociaux, à des entourages
je peut-être veux pas vivre. Mais pas dire non pour nous laisser tomber sur les sofas, pour simplement nous endormir d'une façon atomistique. Non, c'est plutôt dire non pour pouvoir prononcer plein de oui. Aujourd'hui, on ne peut pas prononcer parce qu'on se trouve dépossédé et par conséquent obligé à dire oui à des rapports sociaux, à les espaces où on ne veut pas y être, on ne veut pas y rester. Alors, finalement, ce n'est pas un champ à l'isolation, je ne sais pas si c'est l'anglais, isolation, atomistique. C'est plutôt l'idée qu'il faut nourrir et bâtir une interdépendance qui doit respecter l'autonomie des parts qui sont impliquées. Sinon, si je ne peux pas jouir de ces ressources d'une façon inconditionnelle, la vie devient un acte de supplique constant. Je supplique un travail salarié où je supplique ne pas être jeté de ces travails salariés, ne pas avoir en licenciement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je supplie des prestations publiques aujourd'hui, notamment conditionnelles, pour sauver la vie. Dans les foyers, on supplie des rapports sociaux dignes, notamment des femmes, pas seulement, mais notamment des femmes. La liberté républicaine est le contraire de la supplique. La liberté républicaine a à voir avec la possibilité de bâtir un parcours pas isolé, disons, avec la présence des autres, en puissant soutenir le regard des autres pour les raisons d'Adam Smith, mais aussi parce que je suis capable de dire non et pour proposer des oui. Moi ou nous, disons, la dimension plurielle, collective est absolument importante. La liberté ne peut pas être la supplique, la liberté ne peut pas être l'autocensure. Parce que peut-être parfois, il y a des fois où même on ne supplie pas, même on s'adapte à ce qu'on croit que les autres attendent de nous, pour ne pas perdre la bonne considération, les faveurs des Yannick du monde. Bon, 3. Par conséquent, si ça c'est vrai, et ici il y a, disons, des démarches qui ont à voir avec des débats dans des traditions émancipatoires. On a dit émancipatoire, émancipatrice ou tous les deux, Yannick? Émancipatrice plutôt. Émancipatrice, merci. Contemporaine. Un débat important. Si ça c'est vrai, si cette approche à la liberté est correcte du point de vue empirique, et pour ça on a besoin de la sociologie, de l'économie politique et de l'histoire, tout ça nous oblige à un regard, une analyse critique du travail salarié sous le capitalisme. Un regard critique qui d'ailleurs a été central dans les mouvements émancipatrices jusqu'à 1945. Mais que je dirais nous, et là je me signifie politiquement, nous, les gens qui sont dans toute cette tradition émancipatrice, on a eu la tendance à oublier ce regard critique. Quel est ce regard? Bon, allons chez Aristote une autre fois, et puis allons chez Marx, mais aussi chez Adam Smith. Aristote nous disait au IVe siècle avant notre ère, il disait que le travail salarié, c'était de l'esclavage à mi-temps, à temps partiel. Intéressant. 23 siècles plus tard, Marx nous dit que le travail salarié, c'est de l'esclavage salarial.
qu'est-ce qui se passe? Ils ont tombé dans des schémas simples, ils font de la propagande politique. Non, non, non. En fait, ils font de l'économie politique sérieuse. C'est qu'ils disent, à cause de la dépossession matérielle, parce qu'on observe que à Manchester au XIXe siècle, mais aussi dans l'Athènes du IVe siècle, avant notre ère, on observe que les gens qui signent des contrats de travail salariés comme des travailleurs sont des gens qui, tendanciellement, ils sont dépossédés. Raison pour laquelle ils transfèrent à l'autre part du contrat de travail la possibilité, la souveraineté par rapport à comment est-ce qu'on travaille, avec qui est-ce qu'on travaille, quand, à quel rythme, pourquoi, pour quel but, pour faire quoi. On travaille, on sait qu'on travaille. Depuis la dépossession, ce sont des questions que nous ne pouvons pas répondre. Alors, c'est une démarche de socialiste du 19e siècle. Bon, Aristote le faisait au 4e siècle avant Jésus. Mais si on va un siècle avant Marx, on trouve Adam Smith, le père du libéralisme économique, pas du tout, qui nous disait que le désespéré, la classe sociale, analyse de classe, la classe sociale des gens désespérés à cause de la dépossession liée à l'accumulation originaire, les gens désespérés gèrent sa vie avec avec la manière frénétique qui est typique des gens désespérés. Raison pour laquelle ils ont une autre option que c'est soumettre à ceux qui sont à l'autre côté de la table. À long terme, la classe des propriétaires et la classe des ouvriers ont besoin l'une de l'autre mutuellement, mais pas avec la même urgence, nous dit littéralement Adam Smith. Chez Adam Smith, l'idéal de liberté est très fortement attaché à l'idéal du free producer, du producteur libre. Un producteur libre qui est libre parce qu'il est le propriétaire des moyens de production ou parce qu'il est un ouvrier qui travaille dans cet espace et grâce à ses habiletés ou grâce au caractère petit de l'espace, il a la capacité de contrôler ce qui arrive là-dedans. Il se fait nécessaire. Par contre, il dit, j'observe qu'il y a chaque fois plus des entreprises, des espaces productifs grands, gros, très gros, où les gens perdent the overview, la vision générale de ce qui se passe. Ils sont aliénés. Adam Smith est l'antécédent des théories marxiennes sur l'aliénation de la classe travailleuse. On dit classe travailleuse, Yannick, travailleuse, comme ça? Oui, classe laborieuse, classe ouvrière. Les gens ouvrières, les gens laborieuses, on dirait, pas travailleuses. Classe laborieuse, travailleur. Mais on observe des gens qui sont aliénés dans des entreprises grandes, où les gens perdent le contrôle de ce qui se passe. Et il ajoute dans ses lectures on jurisprudence, ces entreprises sont des entreprises que je commence à connaître, elles sont très, très nouvelles, sont plus de 20 personnes, 20, plus de 20 personnes, pas mal.
Alors, il y a un problème de gestion et de gestion d'une hiérarchie qu'il accepte, mais il n'accepte pas le caractère arbitraire de cette hiérarchie. Et cette arbitrariété a à voir avec le fait qu'il y a des gens qui les possèdent et ne peuvent pas accéder aux moyens de production. Aussi, dans les codes civils romans, je commence à finir avec le troisième point, il y a cette distinction très importante que je pense qu'on trouve, et après, chez Adam Smith, et d'une autre façon aussi chez Marx, entre les gens qui signent un contrat de locatio conductio operis, c'est ce contrat pour lequel locatio conductio operis, c'est le contrat pour lequel on vend une marchandise et grâce à ça, on obtient un prix, et la locatio conductio operarum, parce que c'est le contrat de travail pour lequel je vends ma force de travail et grâce à ça, j'obtiens mon salaire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, le droit civil roman est très clair. Ce n'est pas comme la fictio iuris libérale du 19e siècle. Qu'est-ce qui se passe? Bon, les gens qui vendent leur force de travail, même si c'est pour une partie de la journée, ils aliènent leur liberté par rapport à quoi, comment, pourquoi, avec qui, comment, etc. On travaille, c'est qu'on travaille. Alors, le travail salarié est incompatible avec la liberté républicaine. Par contre, le travail du producteur libre est quelque chose qui pourrait être de l'artisan indépendant. Rentrer dans l'idée d'Adam Smith, ce sont des rapports sociaux qui seraient compatibles avec cette idée de liberté républicaine, comme pas soumission à Yannick parce que je dépends de Yannick d'une façon matérielle et symbolique parce que je n'ai pas accédé d'une façon inconditionnelle à des ressources. Il y a des isomorphismes républicains très intéressants parce qu'on les trouve chez Aristote, on les trouve dans les codes, dans les droits civils romans, chez Cicéron. Ce ne sont pas des révolutionnaires, hein, Aristote et Cicéron. Ils font de la bonne économie politique, de bonnes sciences sociales. Il n'y a pas de la misère de la théorie chez ces gens. On le trouve chez Adam Smith, on les trouve chez Karl Marx et des autres socialistes, etc. J'ai fini alors le troisième point en disant que dans la dépossession, il y a des questions qu'on ne peut pas répondre nous-mêmes. Alors, il y a un problème de perte, de chute de la liberté, de chute de la souveraineté économique individuelle et collective par rapport à comment est-ce qu'on s'organise dans l'espace économique et social. Je remarque que j'ai oublié dans les deuxièmes points, je me rappelais ici dans les troisièmes, de vous parler de cette idée d'un propriétarisme républicain que vous pouvez trouver dans le plan. Mais c'est très facile de le faire à ces moments-ci. Si vous voyez cette jouissance inconditionnelle des ressources, c'est quelque chose qui historiquement a été garanti, c'est très facile de comprendre, par la propriété. Par la propriété, d'abord, de la terre, mais aussi des esclaves ou des animaux. Je pense qu'ici, il ne faut pas se tromper et tomber sur un propriétarisme trop légal, pour le dire d'une certaine façon. L'important, ce n'est pas le fait d'avoir un titre de propriété juridiquement ça c'est pas du français, que j'ai dans la poche. Ça, c'est une façon d'être propriétaire au sens républicain. Mais l'idée, c'est plutôt une idée de contrôle. Le contrôle, historiquement, la propriété de la terre nous a offert, comme le voyait Aristote ou Jefferson. Mais l'important chez Jefferson, par exemple, c'est pas être un propriétaire de la terre. Être un propriétaire de la terre,
dans les États-Unis du moment, c'est la façon de concrétiser cette idée de contrôle de l'espace collectif où on gère la vie économique et sociale. Et c'est cette compréhension du propriétarisme républicain comme une idée de contrôle dans le sens large. Maintenant, je pense à Benjamin Correa quand il fait la distinction entre les biens communs et le commun, comme cet espace où il y a en nous qui devrait pouvoir gérer en commun un espace collectif. Alors, si on fait cette interprétation du propriétarisme comme attaché à une idée de contrôle qui peut venir de la propriété de la terre, comme avec Jefferson, comme avec Aristote, comme avec les révolutionnaires mexicains de 1917, qui ont parlé de l'importance de la réforme agraire, où Robespierre et les autres acteurs dans la fin révolutionnaire parlent de la propriété comme une idée de contrôle qui peut venir de la propriété de la terre, mais aussi des autres outils qui garantissent cette possibilité de contrôle individuel et collectif de cet espace économique. C'est là, économique et social, où on habite, c'est là où on peut penser à la politique publique contemporaine et aussi au monde de l'autogestion et des communs. Vous en parlerez dans la prochaine session, dans la prochaine séance, comme une façon contemporaine d'interpréter cette démarche républicaine. Alors, quatrième point. Répartons, nous, la richesse, mais pas d'une façon quelconque. Non, d'une façon adéquate, afin que tout le monde puisse être libre dans ce sens qu'on a vu, pas seulement les gens des biens, et par conséquent, afin que tous et toutes puissent répartir aussi les travails d'une façon républicainement libre. On a un problème avec l'analyse du travail salarié sous le capitalisme. Il faut pas esquiver, il faut pas éviter ces problèmes. Comment le faire? Ma proposition aujourd'hui, c'est de le faire inconditionnellement. Si vous voulez le dire comme ça, ex ante. Si vous voulez user en termes qui est dans la théorie politique anglo-saxonne, mais pas spécialement, prédistributivement. Mais ça a à voir avec l'idée d'un revenu d'existence qui est universel, inconditionnel et individuel. Et ça a à voir avec le principe d'inconditionnalité, d'universalité de toute la politique publique. Je vais parler de la notion du revenu d'existence parce que c'est mon domaine et aussi parce que Yannick et Marc m'ont demandé de le faire. Mais je pense que vous pouvez traduire ce que je dirais au domaine de soins de santé, au domaine éducatif, de l'eau, de l'énergie, du transport, de la culture. C'est pour ça que j'ai mis ici dans le deuxième point, voilà, le revenu d'existence tout seul, il ne marche pas et on le verra, doit être compris dans un ensemble qu'on peut lier à l'idée d'une économie politique populaire polyédrique contemporaine pour la facture de laquelle la politique publique et aussi le monde de l'autogestion et des communs pourrait jouer un rôle très important. Mais la politique publique inconditionnelle. Pourquoi? Et pourquoi c'est important la prédistribution? Bon, d'ailleurs, une petite note au pied. Il y a eu des théoriciens de la prédistribution en Angleterre, au Royaume-Uni, aux alentours de Ed Miliband, un type qui s'appelle Hacker, et les autres, qui ont dit que l'idée de la prédistribution a à voir avec l'idée que les gens n'aiment pas les impôts et les transferts.
parce que les impôts, bon, les riches, ils ne les aiment pas, mais les pauvres ou les gens, les gens qui travaillent, la classe laborieuse, non plus, parce qu'on a bon, c'est un peu une hégémonie culturelle. Alors, il faut oublier les impôts et on va travailler sur une idée de prédistribution comme un cadre qui fait une régulation de l'activité économique afin que, par exemple, il n'y ait pas de barrière d'entrée dans les marchés. Il faut éviter des marchés trop oligopolistiques ou monopolistiques. Pour éviter, par exemple, des salaires trop hauts ou trop bas, mais on laisse le marché de travail capitaliste comme un fait accompli et on ne va pas toucher ça. Bon, pour moi, ce n'est pas mon approche à l'idée de prédistribution qu'il faut faire aujourd'hui. Moi, avec des autres auteurs, je pense à Paul White, mais Martin O'Neill et les autres, et aussi par rapport à toute la tradition républicaine depuis Grèce et Rome, l'idée de prédistribution à avoir avec ce propriétarisme républicain. Pourquoi? Parce que si nous avons des politiques publiques conditionnelles, l'histoire est la suivante. On considère le status quo qu'on connaît, notamment les marchés de travail, mais pas seulement, comme un fait accompli. On nous pousse à interagir, à agir dans ces status quo sans condition. Ici, il n'y a pas de conditions. Ça, c'est inconditionnel. Il faut y aller. Si on l'aime bien ou si on l'aime, et aussi si on l'aime pas bien. Si tout va bien, on nous laisse tranquille. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que tout va bien? Tout va bien, on veut dire qu'on gagne de l'argent pour payer couvrir les besoins plus basiques. Il ne nous demande pas s'il y a de la réalisation ou si on est absolument aliéné, si on a de la bonne santé physique et ou mentale. Non, c'est juste avoir de l'argent pour manger et survivre. Et si les choses vont pas bien, ils vont mal, parce qu'on ne trouve pas un boulot, parce que quoi que ce soit, on est assisté, ex post. Alors moi, je suis tout à fait pour une société avec de l'assistance ex post, si on la compare avec une société avec aucune assistance. Mais si on remarque bien dans ces schémas, il y a eu aucun moment où on a pu regarder fixement le status quo en question et on n'a pas pu dire non, ce n'est pas la façon dans laquelle je veux vivre, travailler, agir avec les autres. Comme le dirait Jésus, mais à l'inverse, non, mon monde ne devrait pas être de ces royaumes. Je voudrais construire une république du travail par royaume d'une autre façon. Par contre, si on opère ex ante, prédistributivement, moi je sors de la maison ou je rentre à la maison, dans les foyers, il y a des rapports de pouvoir très importants, équipés de ressources, matériaux et immatériels aussi, de l'argent, c'est-à-dire revenus d'existence, mais peut-être aussi soins santé, mais peut-être aussi, vous les Français, vous faites des grèves importantes pour ce genre de choses. Soins santé, éducation, l'énergie, l'eau, et les soins en général, tels qu'ils sont conçus et travaillés depuis le féminisme, etc. Je sors de la maison ou j'entre à la maison avec un tas de ressources qui me permet de dire non, c'est pas comme ça que je veux vivre, que je vais déployer, dérouler mes projets de vie, aussi dans le monde du travail. J'aspire à des autres arrangements. Alors, au-delà de la trappe à pauvreté ou de la stigmatisation sociale des aides publiques conditionnelles,
c'est un problème important, mais si vous voulez, on les laisse pour le débat si ça vous intéresse. Mais au-delà de ça, qui est très important, pour moi, les grands problèmes de la conditionnalité de l'argent, income, mais aussi des soins de santé. Ici en Catalogne et en Espagne, on parle beaucoup de la possibilité de faire une santé, des hospitaux pour les pauvres, de l'éducation publique pour les pauvres. Alors, ce n'est pas seulement une question d'argent. Le problème de la conditionnalité, c'est qu'elle nous place dans l'histoire redistributive ex post dans cette logique qui favorise la liberté, dans cette logique ex ante très distributive. Il y a un philosophe important, un sociologue, philosophe, les gens qui travaillent bien, ils sont toujours entre des disciplines nord-américaines. Eric Olin Wright, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui fait une distinction entre les justifications statiques et les justifications dynamiques de l'allocation universelle ou des revenus d'existence. Il ignorait le débat théorique, politique, historien du droit à l'existence. Maintenant, ce n'est pas les sujets. Mais il voyait une chose très intéressante. Il disait, bon, les justifications statiques ont à voir avec le fait qu'on sait que si les gens ont l'existence garantie, ils... bon, les pauvres, les gens qui sont dans la pauvreté ou l'exclusion sociale, ils vont sortir automatiquement de la pauvreté et l'exclusion sociale. Important, hyper important. Et c'est encore plus intéressant du point de vue politique, normatif, les justifications dynamiques qui ont à voir avec la possibilité de déployer et mettre en circulation des autres genres de vie hors des domaines habituels aujourd'hui, si les gens avaient des dotations initiales de ressources comme les revenus d'existence pour pouvoir commencer chaque mois, chaque jour, chaque année, chaque heure avec la possibilité de tenir le regard de Yannick. Dans ces cas, dans son cas, Eric Olin Wright, il était très intéressé à la question du mouvement coopérativiste. Mais il savait très bien que le coopérativisme peut être un miracle, quelque chose de très difficile à faire. Il faut faire la sociologie de qui est un commoner, qui peut être un commoner, qui peut être un partner dans une coopérative. Parfois, il y a des difficultés matérielles et symboliques très importantes qu'il faut surmonter avant de pouvoir généraliser tout ça. Si on veut généraliser des expériences qui parfois, que très souvent sont trop anecdotiques dans notre monde, peut-être il faut gérer, il faut articuler un réseau de base qui ne soit pas compris comme, j'insiste, comme le sofa où je me tombe pour rien foutre, mais comme la palanque d'activation du plan de formes d'activité, de travail, rémunéré ou pas rémunéré, que je ne peux pas dérouler maintenant parce que je suis dépossédé et dans le meilleur des cas, je suis assisté caritativement ex post. Thomas Paine disait, c'est pas de la carité. On dit carité en français ou c'est une traduction du catalan? Charité. Charité. C'est pas de la charité, mais un droit, ce que je revendique. Il y avait un langage des droits, un langage de liberté républicaine. Et par rapport à Thomas Paine, finissons déjà avec le quatrième point, en rappelant qu'en plus, il y a un autre argument normatif qui nous assiste ici. Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est très beau, c'est très belle l'idée de la prédistribution, mais finalement, vous voulez distribuer une richesse qui a été faite par un petit nombre de gens
des gens qui ont fait un grand effort, qui ont un très grand mérite, non, tout le discours sur les mérites qu'on connaît très bien. On dit mérite en français? D'accord. Bon, comme Thomas Paine nous racontait très bien au XVIIIe siècle, et là, tout ça, je l'ai appris grâce à Yannick et les autres amis qui sont ici. Comme Thomas Paine le disait au XVIIIe siècle, et aussi comme des économistes, des économistes qui font l'économie politique aujourd'hui, comme Mariana Mazzucato, une femme très intéressante qui travaille en Angleterre, mais elle est partout à ce moment-ci. Il faut comprendre que la richesse est un produit social et la richesse dépend d'un tas d'efforts collectifs qui concrétisent dans des objets matériels et immatériels très différents. Pourquoi? Bon, d'abord, parce qu'il y a tout le savoir et toutes les infrastructures qu'on a accumulées dans les derniers 150 000 années d'existence de notre espèce. Qui est le propriétaire légitime du principe d'Archimède ou de la géométrie euclidienne et post-euclidienne? Ça se privatise, hein, mais qui est le propriétaire légitime de tout ça? Un, deux, on sait très bien, si on regarde, il ne faut pas être un sociologue hein, ou un économiste, on sait très bien qu'il n'y aurait aucun type de travail dit productif s'il n'y avait pas avant le travail reproductif de soins qui est fait par beaucoup de monde, notamment des femmes, qui est un travail normalement qui n'est pas payé. Aussi, il y a un vol extraordinaire. On sait aussi qu'il y a une chose qui s'appelait la plus-valeur. On sait aussi que il y a un super riche qui a dit qu'il a volé à l'espace grâce à l'effort des gens qui achetaient ces marchandises et grâce à l'effort de ces travailleurs. Bon, il y a disons, le travail des classes populaires qui n'est pas complètement payé. Toute la valeur qui est ajoutée à l'économie n'est pas parfaitement complètement payée. Mariana Mazzucato, elle est très intéressée, quatrième point, elle est très intéressée au fait que très souvent on trouve, par exemple, chez Internet, le Big Five, ce genre de choses, le processus de privatisation d'investissement public qui est privatisé par des acteurs privés grâce à l'aide d'États qui ne sont pas pour les biens communs, mais qui travaillent pour un bien privé. Alors, peut-être on peut penser avec Thomas Paine que ce qu'on essaie de prédistribuer, ce n'est pas une chose qu'on prend des plus riches, mais c'est une chose que peut-être on prend des plus riches, mais qui a été produite par un tas de monde depuis il y a longtemps. Si vous voulez, on peut discuter sur ces points de théorie politique, mais qui peut être atterri dans la sociologie, l'économie et dans l'histoire très bien. Je commence à finir. J'entre dans le cinquième point. Bon, une fois équipé de cette manière inconditionnée, prédistributive, exempte, etc., je pense qu'on se trouve déjà avec les capacités pour répartir le travail, l'activité humaine d'une façon républicainement libre. Mais pourquoi est-ce qu'il faut répartir le travail? Bon, maintenant, je souffre un peu pour le temps. Je vais sauter un peu, un petit peu la question de l'argument de l'automatisation. C'est un truc sociologique, bon, empirique, qu'on connaît bien. Simplement, je vous dis que pour moi, c'est aussi, bon,
je ferai une démarche polanienne. Il ne faut pas croire que le fait qu'il y ait de la technologie nous force à l'utiliser. Il faut penser avec Polanyi qu'il y a il devrait y avoir une opportunité collective, politique, pour penser si on veut l'utiliser ou pas. L'effet de pouvoir utiliser des bombes atomiques chaque jour, en principe, ne nous porte pas à les utiliser chaque jour. De la même façon, il faut penser si, par exemple, on veut robotiser les soins ou quoi que ce soit. Mais au-delà de ce débat polanien, je dirais seulement que pour moi, c'est une belle opportunité, si on la profite politiquement, pour nous défaire, pour abandonner des travaux, des travails du style de Modern Times, des temps modernes de Chaplin, actualisés au présent, et de essayer d'accéder à des travails, à des formes de travail, rémunérés ou pas, avec du sens et consenti. Ici, c'est intéressant qu'il y a une même racine qui est partagée. Non, le sens et le consentiment du travail partagent la même racine. Il n'y a pas du sens si ce n'est pas consenti. Normalement, on le consente parce qu'il y a du sens. Mais ça, c'est très difficile si on ne le fait pas avec des ressources de base qui garantissent notre existence d'une façon inconditionnelle, qui nous offre le pouvoir de négociation pour en parler avec les doses des conflits que la gestion des processus d'automatisation vont gérer. On les vivra dépossédés, on pourra le vivre, même les profiter de la réappropriation matérielle et symbolique, par exemple, à travers une allocation universelle. Je ne sais pas. Deuxième point que je saute très vite, il y a la question de la démarche, de la revendication d'une co-responsabilisation au foyer, et pas seulement au foyer, par rapport aux travaux qui ont à voir avec la reproduction de la vie. C'est une démarche qui vient du féminisme, qui a à voir avec une critique de la construction symbolique de la féminité, et aussi la construction symbolique de la masculinité. Il faut défaire tout ça, c'est une merde, il faut repenser tout ça. C'est très bien, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'on est d'accord, mais est-ce qu'on peut faire tout ça indépendant, oui ou oui, du marché du travail, qui est la seule source de revenus? Est-ce qu'on accède aux aides publiques si on a passé avant pour le marché du travail et si on dit qu'on accepte qu'on va y rentrer si on est aidé? Est-ce qu'on peut vraiment repenser tous ces rôles et toute cette possible co-responsabilisation vis-à-vis la reproduction de la vie si on ne peut pas compter sur le pouvoir des négociations qui nous offrent la jouissance des ressources inconditionnelles, monétaires, institutionnelles, symboliques, l'eau, l'énergie, etc., etc. Mais surtout, je vais sur le troisième point. Surtout, je pense qu'il faut se doter des outils qui nous rend capables pour choisir librement les travails, rémunérés ou pas. Maintenant, je me permets une très grande tautologie. Parce qu'on dit souvent, le travail dignifie. Je ne sais pas si vous l'entendez en français, mais ici on l'entend toujours. Le travail nous rend dignes. Moi, je pense que le travail nous rend dignes quand le travail nous rend dignes, mais quand le travail ne nous rend pas dignes, il ne nous rend pas dignes. Mais attention, moi je ne suis pas un type qui vient de la gauche autonome italienne, pédaïste, et je pense qu'il faut abandonner le monde du travail. Non, moi je pense que l'essence d'une vie a beaucoup à voir avec le monde du travail en général, rémunéré ou pas, et avec les affections. Mais le travail et les rapports émotionnels avec les autres, avec du sens et consenti. Pas
un travail, n'importe pas lequel. C'est-à-dire, il faut faire gaffe avec la glorification très typique des mouvements émancipatrices postérieurs à 1945. Il faut faire gaffe avec la glorification de l'esclavage à temps partiel, à mi-temps, ou avec la simple. Je suis absolument pour les syndicats, l'action syndicale. Mais il faut faire gaffe avec la simple, entre guillemets, la simple prétention, aspiration d'adoucir l'esclavage à travers une convention collective plus ou moins favorable. Je suis absolument pour le syndicat, je suis absolument pour les conventions collectives, notamment dans un monde où il paraît qu'on nous pousse à gérer nos affaires d'une façon individuelle. C'est très important, mais pour quel but? Quel est le but? Le but, c'est les pleins d'emploi. Le plein d'emploi, mais quel emploi? Peut-on parler de quel genre de travail on fait ou pas? Parce que, je fais une petite métaphore, au 461 avant Jésus, avant notre ère, à Athènes, il y a eu une révolution démocratique, vous le savez très bien, avec Ephialtès, Périclès et Aspasia, qui a introduit plein de mesures. D'ailleurs, je ne vais pas parler de ça à ce moment-ci, mais le Mistone, c'était parmi ces mesures, c'était une forme d'allocation universelle. C'était une prestation monétaire pour ces gens pauvres qui voulaient. Alors, c'était pas formellement, c'était pas inconditionnel et universel, mais c'était pour les gens pas propriétaires qui voulaient participer dans l'agora. Et ontologie sociale républicaine, ils avaient très bien compris que c'était pas possible de dialoguer en l'agora avec Yannick, si Yannick est propriétaire et mon propriétaire, le propriétaire pour lequel je travaille, pas comme esclave, mais comme membre de la classe laborieuse. Je ne vais pas dialoguer avec lui si je dépends de lui. Alors, il faut pas me rendre il faut me rendre indépendant. Alors, c'est pour ça qu'il faut y avoir une allocation pour ces genres de gens. Et au-delà du Mistone, si vous voulez, nous en parlons après, ils ont introduit aussi la apolasie. Apolasie, c'est un terme grec qui a plein de signes polysémiques. Une des sens du terme, c'est l'interdiction de la punition physique des esclaves. Alors, si vous me demandez pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas interdit l'esclavage, ma réponse est que je ne le sais pas. Je ne sais pas si c'était une question de manque de pouvoir de négociation ou par manque de corrélation de forces. Je ne sais pas si l'esclavage était tellement naturalisé que même Aspasia et Périclès, et avant eux, leur père politique, Ephialtès, ils l'acceptaient, mais ils ont dit qu'il ne fallait pas punir. C'était illégal. On ne peut pas punir physiquement les esclaves. C'est bien, bon, c'est pas mal. Bon, je pensais très bien pas punir physiquement les gens qui sont soumis à des autres. Mais il y aurait une autre option, non? Moi, je me demande si l'action politique, syndicale, mais politique en général, des gens nous sommes dans les traditions émancipatrices contemporaines, sont en train de réinterpréter de façon contemporaine la colasie grecque et dire oui, on assume parce que c'est naturel, on est des possédés, on travaille pour les autres sans pouvoir choisir ou déterminer comment, etc. Et on va essayer d'adoucir ces rapports sociaux qui se donnent dans l'espace du travail. Moi, je dirais que plutôt la lutte devrait être pour abolir l'esclavage, dans ces cas, l'esclavage à mi-temps, à temps partiel, ou pour convertir le travail salarié en une autre option, la nature de laquelle les gens qui travaillent puissent co-déterminer. Aujourd'hui, c'est une imposition, c'est une obligation. On ne peut pas donner de la forme pour déterminer ces genres de rapports. Alors,
je ne suis pas en train de dire que la voie à la liberté républicaine aujourd'hui, c'est abandonner le travail salarié. Plutôt, on devrait faire une comparaison peut-être avec le divorce. Le droit au divorce, et on peut faire plein de blagues sur le divorce. On ne va pas les faire. Mais les droits au divorce ne nous forcent pas à nous divorcer, mais ils nous laissent nous divorcer. Et parmi d'autres choses, le fait de pouvoir menacer avec la possibilité de partir offre un pouvoir de négociation aux parties impliquées pour pouvoir dire, écoute, Yannick, ou si on fait un couple hétérosexuel, c'est plus évident parce que pour la soumission des femmes. Écoute, Yannick, il faut qu'on parle et c'est réel que je peux partir au moins du point de vue légal. Si au-delà du divorce, on a l'allocation universelle et les autres ressources, la menace est vraiment réelle. C'est pour ça que j'ai mis dans les plans peut-être pas la décommodification de la force de travail, mais la possibilité, le droit de décommodifier la force de travail pourrait être comprise aujourd'hui comme la variable qui nous permet de mesurer ou analyser les degrés de liberté républicaine qu'on jouisse dans le monde contemporain. Alors, c'est une petite connerie des philosophes influencés par l'école autonome italienne qui parfois est très intéressante, comme avec Bifo, et parfois un peu folle, comme avec Negri, mais très intéressant malgré tout. Bon, on peut, oui, mais en même temps, si on va à Genève, on va à la OIT, à l'Organisation internationale du travail, on verra dans les frontispices du bâtiment, mais aussi dans les documents fondationaux de la OIT, la phrase très polanyienne, le travail n'est pas une marchandise. Bon, c'est évident qu'il est une marchandise. L'idée était le travail ne devrait être une marchandise. Donc, ce que je dirais pour résumer, et je passe à la conclusion, en sixième point, pour résumer les septièmes, bon, je pense que la lutte devrait être pour l'abolition de l'esclavage à mi-temps, du travail salarié, ou, et je pense que ça c'est vraiment raisonnable, pour convertir le travail salarié en une autre option avec le coopérativisme, l'autogestion, sur laquelle vous en parlerez dans la prochaine séance, et les autres initiatives productives et reproductives. Voilà la logique de l'effort, de laquelle les libéraux en parlent très souvent. Moi, je l'aime bien. L'idée d'effort comme appliquer des savoirs, des idées, pour développer un projet qui est difficile, mais qui finalement, nous terminons avec quelque chose de matériel ou immatériel qui a du sens. Moi, ça me semble très intéressant. Mais le problème, c'est que ça, c'est un privilège pour ceux qui peuvent choisir un itinéraire. Alors, ouvrons-nous les avenues à travers desquelles on peut universaliser la possibilité de mettre de l'effort dans une tâche, dans un projet. Ça peut-être veut dire passer pour le travail salarié, mais avec la possibilité du divorce. Aujourd'hui, il n'y a pas de divorce du travail salarié. Et aussi, ouvrons-nous, mais pas avec des mots, avec des possibilités réelles. Ouvrons-nous la possibilité de généraliser le commoning, les coopératives, le monde large de l'autogestion et des plans d'initiatives productives et reproductives. Comme Yannick le sait, moi j'aime beaucoup essayer de voler des arguments ou des concepts que le monde libéral utilise en l'évitant des contenus. C'est pas mal l'effort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour universaliser la possibilité de le réaliser? Aujourd'hui, c'est un privilège. Bon, je pense que tout ça, personne ne l'a vu mieux, peut-être oui, hein, mais il me semble que notre ami Hippie Thompson,
évidemment à travers de Marx, au moins pour moi, a été très utile pour articuler tout ça. Il nous disait, je synthétise beaucoup, des idées beaucoup plus complexes et travailler en détail. Mais il nous disait qu'en prenant de la conscience des classes, les prolétariats, c'est-à-dire les gens dépossédés qui n'ont que leur force de travail pour vivre, raison pour laquelle ces gens se voient forcés inévitablement, oui, inévitablement à faire du travail salarié pour des autres et dans les conditions que les autres imposent, en prenant de la conscience des classes, les prolétariats acquièrent ou peuvent acquérir aussi de la conscience de la nécessité du besoin, de la nécessité du besoin de s'autodissoudre comme classe prolétaire, c'est-à-dire comme classe qui n'a rien. Prolétariat, ça vient de n'avoir rien d'autre. La force de travail et celle des enfants. S'autodissoudre comme classe prolétaire qui n'a rien. Et en s'appropriant des ressources, j'ajouterai, en s'appropriant inconditionnellement des ressources, on ne renonce pas au travail. Évidemment, devenir le groupe social, déjà dans une société sans classe, de devenir le groupe social des gens laborieux qui s'associent librement et qui choisissent quel travail faire en pluriel et comment, et combien de temps, et quand et pourquoi, et avec quel but, et avec qui, et où. Marx nous parlait dans une conférence qu'il a fait, un discours qu'il a fait en 1866 dans les congrès de Genève de l'Association internationale du travail, de la première internationale, nous parlait du bénéfique, c'est une citation, du bénéfique système républicain de l'association des producteurs libres et égaux. Bon, moi, je me demande si les projets devraient être celui-ci. Et si la garantie inconditionnelle des ressources publiques et comment l'autogestion, la prochaine séance, c'est-à-dire les revenus d'existence, mais aussi tout le paquet de ressources en espèces de cette économie politique populaire qui devrait accompagner les revenus de base, sinon c'est un cauchemar libéral, néolibéral. La garantie inconditionnelle des ressources publiques et comment pourrait nous capaciter, nous habiliter pour répartir la richesse, repartir les travails, et nous transformer en les groupes sociaux des hommes et des femmes laborieuses, vraiment libres, républicainement libres. Voilà l'essence à mon avis, l'essence politique et historique aussi, mais aussi pour le présent, l'essence politique et dans le cadre républicain d'une mesure, d'une idée, d'une proposition comme l'allocation universelle, comme le revenu d'existence, qui toute seule ne marche pas, ce n'est pas une panacée, et qui pourrait jouer ce rôle. Bon, j'espère que c'était plutôt clair, que j'ai pas trop mélangé, j'ai pas mélangé pas trop de choses. Et je vous remercie pour l'attention et bon, je serais enchanté de pouvoir vous entendre sur ces choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Non, tu as été très clair. Hein. Merci pour ton effort, parce que ce n'est pas facile de penser dans une autre langue et de faire des propositions qui, ici, en tout cas, nous indiquent notre travail d'historien, notre travail sur une Révolution française dont on a pu dire à un certain moment qu'elle était muséifiée, en fait, plutôt morte en termes
de projection dans notre monde. Ce que tu nous indiques, ce que tu nous as montré, nous indique les enjeux en fait de ce que l'on trouve dans nos archives et de nos problématiques qui s'enracinent très loin en fait dans le temps, comme tu le rappelais, et qui sont des leviers, des appuis pour réfléchir en fait au monde tel qu'il est ou qu'il ne va pas aujourd'hui. Et ton intervention arrive au moment où il y a en France la dite réforme des retraites, et où se pose évidemment la question du travail, qui est une qui est l'angle saillant en fait des enjeux. Et en revenant sur ces questions-là, en fait, non seulement tu donnes des perspectives en fait à ce que les historiens font, peut-être des fois sans le savoir, mais par ailleurs, ça interroge des rapports au travail et des rapports à la société qui sont, c'est le moins qu'on puisse dire, directement dans l'espace public, et qui sont non plus interrogés par des intellectuels dans des salons, mais qui deviennent véritablement des objets politiques concrets, je dirais. Voilà. Je vais laisser la parole à tout le monde, mais j'avais une question à te poser. On viendra sur ces questions d'inconditionnalité, parce que c'est effectivement central, et puis la question de l'indépendance également, sur laquelle tu as insisté, mais j'avais une question assez banale, une question d'historien peut-être. Républicanisme et revenu d'existence, quand s'est fait cette jonction? C'est-à-dire, quand est-ce que l'on commence à trouver dans les travaux scientifiques, mais aussi dans l'espace plus politique, le lien entre république et droit à l'existence. Parce que moi, quand j'ai commencé à lire Van Parijs, c'était au début des années 90. Et chez Van Parijs, il n'y avait absolument rien qui renvoyait ni à la Révolution française, ni plus largement à la tradition républicaine. C'était totalement absent. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que la conjonction a pu se faire? Et ensuite, je donnerai la parole à Alberto qui a levé la main. Moi aussi, Il y a d'abord Gauthier, après il y a Jacques, et après il y a Alberto. Je te laisse, parce que je ne vois pas forcément tout le monde. Voilà, donc je te pose cette question, et après je laisse la parole à Marc qui va redistribuer tout, parce que je n'ai pas forcément tout devant le nez. Mais je réponds maintenant ou on rajoute les… Non, on répond au fur et à mesure, ce sera plus simple. Parce que, oui. Bon, c'est une question compliquée à répondre, parce que je pense que je dois le faire d'une façon un peu égocentrique, et je ne parle pas de moi seulement. Mais oui, tu as raison. Moi, j'apprécie beaucoup le travail de Philippe Van Parijs, mais dans toute cette tradition rawlsienne, il y a une pas une cliophobie, mais il y a un intérêt pour analyser les racines de la pensée politique qu'ils font, que ces gens font. Bon, dans le dernier Rawls, il nous dit que cette théorie de la justice est compatible seulement avec ça c'est le rôle républicain pour moi, le dernier rôle, proto-républicain. Sa théorie de la justice est compatible seulement ou avec le socialisme de marché ou avec la démocratie des propriétaires, la property owning democracy, telle qu'elle a été conçue par Jefferson. Et tu dis, bon, voilà, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, là, on est dans la théorie idéale, qui est très intéressante du point de vue analytique, sur les tableaux. Mais non, il ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Et puis, on a toute cette tradition du néo-républicanisme de Philippe Petit, de Quentin Skinner, des gens très intéressants. Mais, comme vous le savez très bien, ils ne s'intéressent pas du tout à la tradition du droit naturel, et moins encore s'il y a des contenus révolutionnaires populaires. Ils ne s'intéressent pas à des moments révolutionnaires qui peuvent être interprétés comme des moments populistes, ils disent. Ils ne s'intéressent pas du tout à la Grèce, ils s'intéressent à Rome, mais pas à la Grèce, ils s'intéressent à Rome et Machiavel, et puis la dimension atlantique. Et ils s'en fichent de la question de
jusqu'à l'arrivée du turn socialiste dans le néo-républicanisme qu'on doit à Gurevitch et Leipold et les autres auteurs. Et avant ça, il y avait une phrase dans le livre Républicanisme de Philippe Petit, où il disait, si un État, ça c'est une citation presque littérale, si un État se compromet avec la promotion de la liberté républicaine, il doit penser à l'importance de la indépendance socio-économique. Moi, je lui ai demandé, mais écoute, mais ça qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça pourrait nous renvoyer sur la Déclaration universelle? Bon, et finalement, lui, finalement, et parce que je fais un peu d'effort, il a écrit un article séminal pour lui en 2007 en défendant un droit républicain à l'allocation universelle. Mais c'est un peu tout. Par contre, ici, il y a la propagande ou les trucs un peu égocentriques. Nous, on travaille un peu grâce aux travaux de Tony Domenech, qui a fait cette reconstruction de la tradition républicaine en la mettant en connexion avec les socialismes, en présentant les socialismes comme quelque chose qui est comme les vrais héritiers du républicanisme démocratique au XIXe siècle. Et ça nous a porté à quelques-uns, Daniel Raventós aussi, quelques-uns dans nos alentours, à essayer de faire la défense républicaine aujourd'hui de l'allocation universelle. Mais je me souviens des conversations avec Philippe Petit, il me disait un peu comme une blague, il me disait, bon, peut-être ça c'est ton truc, pour convaincre les républicains que le revenu d'existence est important et convaincre les gens du revenu de la secte, je le dis avec tout l'amour et le respect que sont mes amis, les gens du mouvement international je ne l'ai pas fondé, hein, j'ai fondé, j'étais dans la fondation du mouvement du Royaume de l'Espagne et en 2002, j'ai aidé à gérer le mouvement international, mais il avait été fondé en 1986 ou 85. D'accord. Alors, il faut convaincre les républicains de l'intérêt du revenu d'existence et convaincre les gens qui défendent les revenus d'existence de l'importance de l'entendre avec des lunettes républicaines. Il me disait un peu en rigolant. Ça a été dehors de l'agenda scientifique du néo-républicanisme. Heureusement, il y a eu plus de monde qui a travaillé maintenant dans ces rapports. Et je pense que dans l'académie contemporaine, ça a été un truc assez, pas seulement barcelonais, mais la contribution barcelonaise avec les amis français, c'est-à-dire vous, et des amis de l'Amérique latine. Par exemple, Maria Julia Bertomeu, une philosophe importante aussi, qui a essayé à comprendre l'idée du droit d'existence dans la Révolution française, chez Robespierre, mais aussi chez Kant, où l'idée de la charité était inconcevable. Tout ça a été aussi les travaux de Florence Gauthier sur les mouvements populaires et puis votre travaux sur Thomas Paine, etc., nous ont aidé à faire cette compréhension contemporaine, cette traduction contemporaine de ces isomorphismes qui pour moi sont des common sense, sont des sens communs. Et je pense qu'il était absent dans la théorie politique contemporaine. Je pense que ça c'est notre contribution comme groupe, sans ce que cela veut dire qu'il y a personne, ou maintenant il y a personne dans le monde qui travaille sur cette possible connexion. Il y a des gens, même dans la Corée du Sud, au Mexique, en Amérique latine, mais on a dû l'introduire avec un peu pas violence, mais un peu d'effort dans des milieux académiques où ceci, qui est common sense, ce n'était pas du common sense. Je pense que c'est un objet de débat. Il y a des gens qui sont contre, il y a des républicains qui sont contre l'allocation universelle.
il y a plein de gens qui défendent l'allocation universelle, qui trouvent que les trucs républicains sont perfectionnistes, même populistes, mais ce n'est pas une connerie. Déjà, aujourd'hui, parler de républicanisme est revenu d'existence. Dans le monde académique, dans le monde des mouvements sociaux avec lesquels on a beaucoup travaillé, c'est d'une évidence formidable. Quand on explique ce genre de choses, elles sont très, très rapidement comprises. C'est évident que l'inconditionnalité est nécessaire pour la liberté, nous disent. David, je t'interromps parce qu'il y a 3 questions. Oui, j'ai fini. Pardon. Il y en avait 4 parce qu'il y avait également Jacques, mais moi, je n'ai pas vu les prises de parole, donc je te laisse distribuer tout ça. Gauthier. Oui, merci. Donc, merci pour ce très bel exposé. Moi, ça m'a fait penser à un article que j'avais lu en recension du chercheur Charles Walton, un historien anglais. Son article s'appelait Revolution and Redistribution. Et en fait, il comparait les révolutions arabes et la Révolution française. Et il se posait la question si finalement le moteur de la révolution, c'était pas la recherche de la justice sociale plutôt que la quête de la liberté. Alors, j'aurais voulu avoir votre avis sur cette idée. David? Oui. Oui, mais mon avis, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas tomber sur une théorie de la justice sociale qui puisse offrir un critère de distribution X, Y ou Z, mais qui n'offre pas aux acteurs politiques la possibilité de penser et décider quoi faire avec les ressources disponibles et comment les distribuer entre tous les gens impliqués. C'est-à-dire, pour moi, la question insoumise aux révolutionnaires a à voir avec la distinction entre liberté et welfare. Maintenant, j'ai un lapsus linguae, comment on dit en français le welfare? Le bien-être. Le bien-être, bien sûr, pardon. Le bien-être serait ce qu'on a quand, pour une raison, pour une certaine raison, quelqu'un a décidé de nous offrir des ressources. Par exemple, Yannick, qui est mon propriétaire, parce que je suis son esclave, il est très sympa, il m'aime beaucoup, alors il m'offre d'une façon bénévolente plein de richesses. Alors j'ai des bien-être, mais est-ce que j'ai de la liberté? Je ne pense pas. Le même, on peut le penser pour l'État-providence. Est-ce que c'est un artefact, un truc qu'on a construit entre tous et qu'on gère en commun, avec cette idée de Benjamin Correa d'avoir une collectivité des gens qui choisissent son destin, ou pas? Où il y a une avant-garde bienveillante qui a décidé de nous offrir des soins de santé ou de l'éducation. Est-ce qu'on contrôle, toujours l'idée de contrôle, est-ce qu'on contrôle ces processus? Pour moi, cette idée de liberté comme contrôle du processus à travers duquel on gère les ressources, on les partage, c'est beaucoup plus important que le fait de trouver un critère de distribution des ressources qui puisse venir d'un tableau. C'est-à-dire, pour moi, tous les débats sur la justice sociale qu'on a trouvés en Angleterre ou dans la première révolution anglaise, ou dans la Révolution française, ou
au mouvement socialiste en pluriel. La réflexion sur la justice sociale, là, était très fortement attachée à la démarche, à l'idée qu'il fallait pouvoir articuler en nous tous, nous tous et toutes, comme acteurs collectifs qui est capable de prendre des décisions. Et puis, on va voir quelles seront les décisions. Oui. C'est-à-dire que pour moi, la non-domination, c'est une valeur qui doit être prioritaire, qui même pourrait rendre la justice distributive, même notamment la justice redistributive ex post, quelque chose de beaucoup moins intéressant si nécessaire. Je pense que la garantie de position d'invulnérabilité pour tous les agents impliqués doit être, du point de vue philosophique et du point de vue historique, moi je pense qu'a été cette idée d'indépendance personnelle, matérielle et symboliquement garantie a été le vrai principe des mouvements révolutionnaires contemporains et passés. David, je t'arrête pour qu'on puisse laisser la parole. Alors, je ne sais plus si c'est Jacques, je ne sais plus si c'est Jacques ou si c'est Alberto d'abord. Moi, je pense. Je crois que c'est Jacques. Oui, vas-y, Jacques. Oui, la question de Yannick est essentielle, mais on ne peut pas donner une réponse personnalisée. En fait, ce lien dont Yannick cherche l'origine, il est générationnel. Mais il est générationnel de plusieurs côtés. Il est lié à quelque chose qui est apparu et dont moi j'ai été témoin en tant que marxiste quand j'étais étudiant. C'est un déplacement dans la lecture du Capital de Marx à l'intérieur même du livre 1 vers la section 4 et en particulier le chapitre sur la coopération. Alors j'aimerais en rappeler juste une phrase pour situer. Dans ce chapitre sur la coopération où Marx montre comment la force de travail est en quelque sorte dépossédée au profit du capitaliste, il est écrit « Les forces sociales du travail se développent sans être payées dès que les ouvriers sont placés dans certaines conditions et le capital les y place. Parce que la force sociale du travail ne coûte rien au capital, c'est ça qui est important, et que un salarié ne la développe que lorsque son travail appartient au capital, elle semble être une force dont le capital est doué par nature, une force productive qui lui est immanente. » Et Marx souligne le mot nature. Donc, au droit naturel est opposée une nature immanente du capitaliste. Et c'est ce thème-là qui a fait travailler un certain nombre de penseurs importants, mais dans deux traditions. D'une part, dans la tradition analytique anglo-saxonne, qui aboutit à Skinner, et je ne suis pas du tout d'accord avec les remarques qui ont été faites sur Skinner, qui s'inscrit frontalement dans ce rapport au marxisme et dans ce refus de la nature immanente du capitalisme, mais dans des termes analytiques, c'est-à-dire dans une manière de raisonner qui est analytique et qui ne nous est pas familière. Et puis, il y a un autre courant qui est le marxisme, un marxisme plus européen. Nous, on connaît plus précisément le marxisme français, disons le marxisme althusserien, mais avec des nuances. Par exemple, Rancière s'inscrit plus, ou Arlette Farge, dans cet aspect droit naturel déclaré. Donc, c'est là où s'est fait le lien. C'est un lien générationnel d'un certain nombre de penseurs, et ce lien est intéressant parce qu'il s'est fait sur deux zones géographiques qui sont philosophiquement très différenciées, le monde anglo-saxon de la philosophie analytique et le monde européen d'une philosophie marxiste liée au retour à Hegel, enfin à toute une tradition extrêmement complexe et dont l'althussérisme est l'un des effets. Et ça, c'est ça. Donc, c'est très difficile de dire c'est là ou c'est là. C'est vraiment un fait générationnel. Moi, ça, c'est le point de vue que je défends. Et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention quand on lit Skinner et quand on lit son rapport de bien le situer dans la philosophie analytique et la façon dont cette philosophie analytique a relu le Capital de Marx de façon différente dont il a été relu par la tradition européenne, ce qui a induit un même rapport au républicanisme, mais dans des termes différents. Voilà, c'est juste une remarque que je voulais faire, qui mériterait d'ailleurs en soi tout un travail. Je vais donner la parole à Alberto avant que David réponde aux deux.
Alberto? Merci David pour ton intervention. Ma question, tu as déjà répondu quand tu parlais avec Yannick. Ma question, c'est justement, je voudrais t'écouter un peu plus sur les rapports entre ta conception de républicanisme, ces liens entre liberté et cette égalité des ressources, et les néo-républicanismes des Skinner et des Petit. Tu as déjà bien parlé sur les différences. Peut-être si tu peux parler un peu plus sur la proximité. Quels sont les rapports entre ta conception et des Skinner et Petit? Si tu peux parler un peu plus. Merci. Et je donne aussi la parole à Ederne, et comme ça, David pourra reprendre l'ensemble. Ederne? La mienne, elle a vraiment rien à voir. Donc peut-être, je sais pas, je vais bien la poser. À ce moment-là, David d'abord et Ederne ensuite. Vas-y, David. T'inquiète pas, Marc, parce que je vais être plus court. Je vais pas parler trop. Je commence par Alberto et pour Jacques, c'est très intéressant ce que tu remarques. Je commence par Alberto et puis j'ai pas trop à commenter, mais peut-être quelques informations à ajouter. Pas peut-être pour Jacques, mais peut-être pour les autres, je sais pas. Non, voyons. Pour moi, moi j'ai une proximité avec Petit. Pour moi, leur définition de liberté est analytiquement très précise. Dans les livres, on n'est pas objet d'interférences arbitraires et en plus, on vit dans un scénario social et institutionnel qui garantit qu'il n'y a pas la simple possibilité d'être interféré arbitrairement. Pour moi, c'est impeccable. Alors, les projets analytiques de ces gens-là, que j'admire, les gens et leurs projets, il me semble, du point de vue analytique, impeccable. La question, c'est, OK, mais est-ce qu'on peut... Et là, disons, l'économie politique d'un côté et l'histoire de l'autre manque un peu. Notamment chez Petit, qui est un philosophe avec une capacité intellectuelle extraordinaire. Mais il y a... Alors ma proximité, c'est que j'achète, j'utilise leur définition de liberté comme le cadre à penser. Mais puis, il y a une question d'économie politique. Bon, d'accord, mais quelle est la nature de ces scénarios sociaux et institutionnels qui garantit qu'il n'y a ni la simple possibilité d'être interféré arbitrairement? Est-ce que ça vous intéresse? Comme Ellen Meiksinsboot le dit, pas trop. Ils ne font pas trop d'histoire sociale, de la vraie histoire sociale. Ils font du texte, un bon texte, et ils s'intéressent au débat de quelqu'un avec des autres auteurs qui écrivaient ou en pamphlet. Mais est-ce qu'ils font une analyse de la structure sociale de ce monde-là? Si on le fait un peu, on voit que la question centrale est toujours la propriété. Alors, ça serait la différence, non? La question plus d'économie politique, que je trouve très clairement dans la tradition marxienne, qui est très polyédrique, sur la question du contrôle des moyens, des ressources matériaux et peut-être aussi immatériaux, qui sont essentiels pour que notre nature humaine objective, je mélange maintenant des débats, puisse se déployer. Non? Alors, pour moi, la proximité aurait à voir avec l'apparatus analytique. La différence aurait à voir avec l'absence d'une économie politique vraiment développée. Mais il faut ajouter une chose qui nous connecte avec Jacques. L'absence d'une économie politique développée et aussi avec le choix des moments historiques qu'ils étudient. J'insiste, ils étudient une certaine tradition romaine, puis italienne, renacentiste. Je me souviens.
de la Renaissance. Et puis le républicanisme atlantique, mais il s'en fiche un peu ou beaucoup de la Révolution française ou certains développements de la Révolution française qui portent de forme directe au populisme plus insoutenable. La tradition, je pense que la tradition du droit naturel est absente là-dedans. Je pense que notre copain Christopher Hamel a travaillé sur ça et il a souligné cette absence et la possibilité de... Mais il faut dire, et je termine avec ça, qu'il y a des nouveaux développements dans la théorie politique néo-républicaine contemporaine. Des gens comme Alex Gurevich, qui d'ailleurs, il n'est pas pour l'allocation universelle, parce qu'il a beaucoup lu des libertariens, de droite et de gauche, mais des libertariens, pas des républicains. Lui, il n'est pas pour l'allocation universelle, mais des gens comme Alex Gurevich, comme Bruno Leipold, comme William Clay Roberts, sont des gens qui sont dans la tradition, qui viennent de la tradition néo-républicaine et qui nous disent, écoutez, il y avait un labor republicanism au 19e siècle, il y a la figure de Marx et les marxismes en pluriel, il y a une connexion à faire. Et pour moi, ça c'est de très bonnes nouvelles, parce qu'en faisant ça, en choisissant des moments historiques, ils ajoutent aussi, disons, toute l'analyse du point de vue de l'économie politique que moi, je trouve absente, qui manque dans les néo-républicanismes initiels de Skinner et puis Petit. Mais une fois dit ceci, je dois dire que pour moi, la construction analytique, la définition de liberté est impeccable. Et l'idée qu'on, pour cette façon, on a besoin d'une république qui interfère d'une façon non arbitraire dans nos vies pour garantir cette liberté comme non-domination. Ça, c'est le schéma. Moi, je peux l'assumer sans aucun problème. Le problème, c'est comment l'atterrir dans une économie politique et dans une vision dynamique des mouvements sociaux et politiques aussi aujourd'hui et pour la transformation sociale du monde contemporain. Là, c'est où je m'éloigne un peu, mais sans déchirer, disons, le papier où il y a le cadre général de cette définition analytique. Je pense qu'elle est bien faite, elle est fidèle à toutes ces traditions. Ok. Je ne sais pas si c'est clair. Je peux répondre en une phrase. Jacques, et puis après. En fait, le seul penseur européen qui ait essayé de penser la synthèse dans cette tradition analytique et la tradition continentale, c'est Gramsci, et en particulier à partir de son concept de traductibilité des langages et des cultures. Et Dieu sait si Gramsci était attaché à la Révolution française. Donc, le problème, si tu veux, c'est que il faut faire attention à ne pas dissocier, au fond, ton exposé montre qu'on ne peut pas dissocier les penseurs et les situer par rapport à un point historique, ou la Révolution, ou un autre. C'est un peu la leçon de Gramsci. Gramsci, il connaît la philosophie analytique, il connaît la philosophie continentale. Malheureusement, il est en prison, il ne fait que lire. Et il tente une synthèse et il la désigne comme traductibilité des langages et de la culture, c'est-à-dire il insère les rapports à Marx des deux traditions que j'ai citées, la tradition continentale et la tradition analytique. Et c'est là, si tu veux, où la question que tu as posée, Yannick, et tu te poses, est à égalité chez les penseurs, aussi bien chez les penseurs analytiques. Je ne pense pas que les uns enlèvent quelque chose et les autres enlèvent quelque chose. En fait, il y a une certaine unité du point de vue gramscien, de leur point de vue, sur cette question du droit à l'existence par rapport au capitalisme, etc., et tout ce que tu as développé. Je ne pense pas qu'ils ont chacun un point faible et un point fort. Je pense qu'en fait, que l'apport de Gramsci, c'est d'avoir montré qu'il y a une unité par rapport à cette question que nous, on appelle la question du droit naturel, qu'il y a une unité de réflexion. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est une façon, si tu veux, de déployer au fond la pensée marxiste dans ses différents horizons et de montrer que la question que tu poses est positivement abordée dans toutes ces traditions et la synthèse de ces traditions par Gramsci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Derme ? Merci beaucoup pour les commentaires. J'ai pris des notes.
Merci, Jacques. Ederm, tu es là? Oui. Oui, je suis là. Non, moi, c'est une question un peu rapide comme ça. En fait, je me demande si la question de la location universelle, est-ce que ça a pu être aussi récupéré par vraiment les purs libéraux qui ne s'intéressent pas tellement à la liberté comme non-domination, mais simplement à la liberté économique, et utiliser la location universelle un petit peu comme une façon de, je sais pas comment dire, d'acheter l'ordre social, par exemple. Pardon, j'ai pas entendu. Et d'utiliser la location universelle par les purs libéraux, mais pas du tout dans l'idée de défendre la liberté comme non-domination, mais dans une perspective, disons, un peu mal intentionnée, d'acheter l'ordre social, ou peut-être d'accompagner le démantèlement, par exemple, de l'État-providence, et de mettre la responsabilité de la pauvreté chez les pauvres. On donne une allocation, et puis ils sont responsables si jamais ils en font un mauvais usage, etc. Et l'État se désinvestit, par ailleurs, de toute responsabilité. Voilà, c'est le sens de la question. Est-ce que ça existe, cette réappropriation, disons, par une droite libérale de ça? Oui, ça existe. Et c'est un grand danger, un grand danger, notamment si on pense, comme je le pense, que l'allocation universelle, le revenu, bon, l'allocation universelle va arriver. La grande question, c'est pas si l'allocation universelle, oui ou non, mais quelle allocation universelle. Et oui, il y a des gens qui nous disent que non, c'est très important que les gens fassent des efforts, etc. Mais on ne veut pas le papa État, l'État-providence. On va tout dismantle. Tu l'as dit, Edern. Démanteler. Mais au lieu de tout ça, on va donner de petits noisettes pour on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'aide. Alors, il y a un type, pas con, il est un type très intelligent, il s'appelle Charles Murray. Il a écrit en 2005, oui, un bouquin qui s'appelle In Our Hands, dans notre main, Plan to Replace Welfare State. Un plan pour substituer l'État-providence. Alors, il dit, l'argent dans notre main, c'est la seule chose, au-delà de la police, au-delà du libertarianisme hardcore. La police, les droits de propriété, et peut-être une allocation universelle, mais en substituant tout. Il faut imaginez-vous, si on devait aller au marché capitaliste, il y a des marchés qui pourraient pas être, aller au marché capitaliste à tout acheter seulement avec notre allocation universelle et peut-être avec un salaire. Des marchés capitalistes où on sait, par exemple, dans le marché des soins de santé, que le prix des services pousse avec les risques. Par exemple, si on est un peu plus âgé ou on est un peu malade, quoi que ce soit. Ça c'est un vrai cauchemar néolibéral que je pense qu'il faut éviter. Et tous les gens qui font la défense des roches, pour le dire comme ça, aux républicaines démocratiques de l'allocation universelle, nous ne sommes pas des gens dans un état d'innocence sans savoir que ça peut se donner. Bon, il y a un principe de responsabilité qui fait qu'on soit très alerte pour tout ça. À Davos, se parle de l'allocation universelle. Même au club Bilderberg, ils ont parlé de l'allocation universelle. Ou les propriétaires de Facebook, etc. Le propriétaire il y a aussi un argument, disons, keynésien bastard qui passe pour dire que oui, moi je suis le propriétaire de moyens de production, moi j'ai produit des choses, mais j'ai besoin des gens qui achètent mes choses. Alors donnons aux gens de l'argent pour qu'ils achètent mes produits. Ça, un des directeurs de Amazon, il l'a dit. Zuckerberg, il a raconté aussi. Et ici, il faisait un argument qui était intéressant un peu. Il disait, je suis conscient de comment il est difficile d'être un entrepreneur comme moi. J'ai vu des milliards de gens tomber parce que c'est difficile.
du point de vue matériel et symbolique, et pour les réseaux sociaux, etc. Peut-être il faudrait offrir une allocation universelle. Là, pour moi, c'est un argument plus soutenable du point de vue républicain, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas pour la généralisation de la liberté républicaine dans le monde contemporain. Alors, bon, je vis tout ça, j'ai fini déjà, pour dire qu'évidemment, il y a un scénario politique où il pourrait y avoir une lutte, peut-être des classes, pas seulement des classes, mais une lutte ouverte pour quelle allocation universelle? Une allocation universelle comprise comme un revenu d'existence qui favorise la liberté républicaine, ou de peanuts, comment on dit le peanuts en français? Cacahuètes. Pardon? Cacahuètes. Les cacahuètes, comme en catalan ou en espagnol. Des cacahuètes pour les gens qui tombent, pour dire qu'on les prend en garde ex ante, en plus ex ante. Mais on élimine aucune autre utile public ou commun. Ça serait pour moi un vrai cauchemar.